Ethereum mène la danse pour cette fin de semaine, grosse pression sur les marchés américains. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette dernière matinale trading de l'année 2023. Et oui, déjà ça y est, la semaine prochaine on va couper, on va souffler un petit peu. Donc aujourd'hui sera la dernière matinale trading de l'année 2023. Je ferai quand même demain un dernier débrief hebdo. D'accord, qui sera un débrief hebdo et un débrief en gros de l'année, un bilan de l'année 2023 et dans lequel aussi on commencera à préparer l'année 2024. Mais là aujourd'hui du coup on se retrouve pour vraiment un dernier point de marché matinal et avec pas mal de choses à dire ce matin. Parce qu'il y a du mouvement, ça bouge sur les cryptos, ça bouge sur les marchés traditionnels, on va avoir des choses à voir justement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue macro, vous allez pouvoir l'observer d'ici un petit instant. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Allez, on va commencer du coup, vous l'aurez compris, avec un premier point sur le marché crypto, avec pour la première fois depuis un moment, un Ethereum qui surperforme BTC. Vous le voyez sur les dernières 24 heures, plus 4% sur Ether et un BTC qui se maintient aux alentours des 43 700, 44 000 dollars. Globalement, c'est à l'image du marché, puisqu'on a un marché qui est effectivement coupé en deux, avec certains alts qui s'en sortent très très bien. On a vu le Solana de nouveau repartir à la hausse hier pour aller chercher quasiment les 100 dollars, et d'autres à l'inverse qui ont été plus en difficulté, comme Tao, comme STX, comme EGLD. Alors concrètement, quel va être mon plan pour Bitcoin sur cette fin de semaine ? Pour le moment, j'en ai pas vraiment. Alors, c'est pas que j'ai pas vraiment de plan, c'est que les scénarios que j'ai identifiés ne se sont pas confirmés pour le moment. C'est-à-dire que j'établis différentes hypothèses, différentes possibilités, mais qui ne m'apportent pas suffisamment d'indications positives pour que je les applique et que je les mette en place sur le marché. Vous savez que personnellement, j'ai plutôt un biais légèrement haussier à court terme et plutôt baissier à moyen terme. Mon objectif, ça va être toujours d'aller chercher potentiellement une dernière impulsion haussière vers les 45 000 dollars pour ensuite aller chercher de la vente. C'est ce que je vous ai expliqué tout au long de la semaine sur la chaîne YouTube ainsi que dans le serveur Discord. Pourquoi ce scénario-là ? La même chose, je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est globalement parce que c'est les zones d'ordre, les zones de liquidité qui vont être prioritaires à venir récupérer. Je vous fais référence à celle d'hier matin, qui nous représente très très bien la situation actuelle, avec encore des ordres à revenir chercher en direction des 45 000 dollars. Mais après, ça sera vraiment au sud qu'il faudra porter le regard et probablement se diriger. Ce qui rend la tâche un petit peu plus compliquée sur Bitcoin, c'est le fait que la situation change très très vite, d'un moment à un autre. On le voit en observant le comportement des acteurs sur le marché, en observant le sentiment global du marché, on se rend compte que ça change très vite. Cette nuit, on a eu une session asiatique avec beaucoup d'ouvertures de longues. Et puis ce matin, alors que le prix n'a pas forcément beaucoup évolué, on voit qu'il y a beaucoup de longues qui sont en train de se fermer. Les spots, qui depuis le milieu de la semaine étaient plutôt acheteurs, commencent à repasser vendeurs sur cette fin de semaine. Donc on a une lecture qui est, j'ai envie de dire, un petit peu complexe, qui est très variable en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être patient et attendre de vraies confirmations avant de prendre des décisions, sous peine de se précipiter et d'être à contre-courant. Ça, c'est pour Bitcoin. Là où ça va être intéressant sur cette fin de semaine, c'est qu'il y a du mouvement. Enfin, Ethereum semble prendre le relais sur BTC, ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Déjà, on l'observe parfaitement bien lorsqu'on regarde la paire Ethereum-BTC qui s'envole totalement depuis mercredi soir et plus particulièrement depuis ce matin. Globalement, ce mouvement-là est expliqué par une baisse de la dominance du Bitcoin qui jusqu'à maintenant drivait le marché, concentrait la plupart des capitaux sur le marché. Et là, on peut observer que depuis, là aussi mercredi soir, on a une baisse assez forte de cette dominance. Alors attention, parce que là, comme vous le voyez à l'instant, on arrive quand même sur une zone de support importante en 4 heures, en 1 heure sur la dominance du Bitcoin. Donc à voir si on tient ce niveau, auquel cas BTC pourrait reprendre un petit peu la main. Si par contre on a une cassure de ce niveau, alors ça peut être très intéressant et on pourrait se retrouver avec une fin d'année, avec un Ethereum qui irait chercher les 2700 dollars et des altcoins qui partiraient à la hausse. Parce que oui, c'est ça. Le scénario, c'est 2700 dollars. Effectivement, si Ethereum est capable de passer ces différents niveaux de polarité, derrière, ça peut nous amener des targets très, très intéressantes. Alors, il ne faut pas crier victoire trop vite. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de sentiments acheteurs sur le marché actuellement sur Ethereum. Et d'ailleurs, on va aller faire un petit point, comme on le fait régulièrement sur Bitcoin, mais on va aller faire un petit point cette fois-ci sur le sentiment de marché, sur le comportement des acteurs sur Ethereum. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu différent, notamment si on regarde l'open interest et les funding rates qui sont
ultra en positif. En fait, le problème sur Ethereum, et c'est ça qui me fait un petit peu flipper, c'est qu'on a beaucoup trop de gens qui sont bullish, beaucoup trop de gens qui sont acheteurs. Vous voyez aussi sur les spots le delta qui est archi positif, c'est-à-dire qu'on a clairement des volumes acheteurs qui sont bien supérieurs au volume vendeur. Le problème, c'est que vous le savez, sur un marché, s'il y a un trop gros consensus, si tout le monde est d'accord, ben, il y a un moment, on va dans l'autre sens pour justement, enfin pas si tout le monde est d'accord, mais s'il y a beaucoup de gens qui font la même chose, et ben on va venir liquider, on va venir rect ces personnes-là avec un mouvement de retracement. Donc c'est ça un petit peu qui m'effraie pour le moment, mais globalement on a une situation qui est très bullish sur Ethereum, pardon, et évidemment qui est assez intéressante, puisque qui dit performance, excusez-moi j'ai un OK qui me vient en pleine vidéo, qui dit belle performance d'Ethereum, dit potentiellement peut-être une petite alt season. Alors on a déjà pas mal d'altcoins, excusez-moi encore une fois, qui performent bien depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. D'ailleurs, on en a traité un certain nombre, et il y en a certains que je vous ai partagés dans le serveur Discord. Le problème, c'est que là, pour le moment, certains n'en profitent pas. Par exemple, moi, je me suis positionné en long sur Ordi. Ordi s'écroule totalement. Je me suis positionné en long sur le Link, qui a un petit peu de mal. Je me suis positionné en long sur le JTO, qui est en train de partir dans le rouge aussi. En fait, je me suis positionné sur les mauvais. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je n'ai pas pris des positions sur les altcoins qui étaient concernés par la montée d'Ether. À savoir, par exemple, ARB. Bah pourquoi? Bah parce que je ne le savais pas. Je ne pouvais pas le deviner. Parce que, oui, moi, hier, Ethereum, il n'était pas dans une très belle configuration. Hier après-midi, on a été rejeté par ce niveau de résistance. Et donc, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on ait des grosses perfs sur Arbitrum, sur OP, etc. Ce qui m'étonne particulièrement, par contre, du coup, c'est effectivement la faiblesse de certains altcoins qui sont en grosse difficulté. Je vous remonte ceux sur lesquels j'ai pris position. Je pense du coup au JTO et à Ordi particulièrement, qui sont très faibles par rapport au reste du marché. C'est ça qui est un petit peu compliqué aussi, même si on va avoir des opportunités, c'est qu'on a une sorte d'hétérogénéité dans le marché, ok, avec certains alts qui vont très bien s'en sortir et d'autres qui vont être en beaucoup plus grosse difficulté. Ça, il faut être capable de l'identifier. Moi, je n'ai pas réussi à bien le faire sur cette fin de semaine. Globalement, j'ai bien réussi à le faire sur la semaine, sur les dernières semaines et sur les derniers mois. Mais là, sur les derniers jours, bah, vous voyez que je n'ai pas eu suffisamment l'esprit, enfin, je n'ai pas eu un regard suffisamment pertinent sur le marché pour identifier ceux qui pouvaient potentiellement le mieux performer. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, on ne peut pas toujours être sur les bons trucs au bon moment. Mais il faut savoir très vite le reconnaître pour très vite se réadapter à la situation du marché. Bon, globalement, au-delà de ça, sur des unités de temps un petit peu plus grandes, je pense notamment en weekly, on a des alts qui font de très belles choses. Par exemple ici, le BNB qui est en train de s'envoler totalement. C'est le cas aussi du OS, on a déjà parlé de lui un bon nombre de fois. C'est le cas du FET, c'est le cas d'Atom. On a aussi le VET. D'accord, le VET que je vous avais partagé dans le serveur Discord, rappelez-vous, c'était au mois de septembre dernier, un petit peu comme la position que je vous avais envoyée sur le STX. Bah regardez, le VET, il s'est totalement envolé depuis que je vous avais partagé cette position. On en a un autre qui est assez intéressant en ce moment, c'est Algo. Algo qui réalise aussi de très belles performances et qui est dans un setup un petit peu similaire à ce qu'on a pu observer sur Atom justement, sur BNB, c'est-à-dire le passage de cette résistance. Idéalement, ce qu'il nous faudrait, c'est un retest pour valider cet endroit de cassure et ensuite repartir vers le haut pour aller chercher probablement rapidement des targets vers les 50 centimes. Donc Algo qui va être dans ma liste de surveillance particulièrement pour les prochaines semaines. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto, les amis. On va pouvoir désormais basculer du côté des marchés financiers traditionnels et on va faire un premier point ce matin sur la situation du dollar. Puisque le dollar, il a quand même, vous savez, une place centrale sur les marchés. Et là, il est en train de nous faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'il est en train de casser son support des 102 points. Support des 102 points qui est un support technique daily très important. Le fait que le dollar vienne casser ce niveau-là, ça peut engendrer énormément de mouvements et avoir énormément de conséquences sur les marchés financiers traditionnels, globalement sur les cross-assets. Je vais prendre l'exemple d'Euro-USD, qui va être l'exemple le plus flagrant. Vous savez qu'Euro-USD, on s'est positionné un certain nombre de fois, depuis le début de l'année 2023, sur la zone de résistance des 1.10. Pourquoi? Parce que c'était une zone très importante, et à chaque fois, cette zone, elle a bien fonctionné, et elle nous a permis de réaliser de très belles performances. Certains pourraient se dire, bon bah let's go, c'est reparti pour un tour, on est sur les 1.10, on rentre en short, allons-y gaiement. Et non. C'est là où je vous répète très souvent qu'en trading, en investissement, la question de timing, la question de momentum, la question de flux et de contexte, elle est ultra importante.
À chaque fois qu'on s'est positionné sur cette zone des 1.10, sur l'euro USD, on avait un contexte qui était favorable. On avait un contexte qui était pertinent et un momentum, un timing qui nous permettait de prendre cette position short. Le problème, c'est qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Se positionner en short maintenant sur euro USD, bien qu'on soit sur cette zone de résistance importante, alors que le dollar est en train de casser un support majeur, c'est du suicide. C'est du suicide. Donc dans ce genre de moment, il faut être capable de reconnaître que le timing n'est pas approprié à une nouvelle prise de position et qu'il vaut mieux patienter. Attention, on va relativiser. Le dollar est en train de tenter de casser son support technique. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, pourquoi? Parce que cet après-midi, nous allons avoir des chiffres, des datas très importantes qui vont être publiées aux États-Unis, à savoir les chiffres PCE. Les chiffres qui représentent le mieux l'inflation, c'est le chiffre que la Fed regarde le plus, qui a donc le plus de poids, le plus d'impact sur les marchés. PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages. Pour le moment, les estimations, à l'image des derniers chiffres qu'on a eus, notamment avec l'IPC aussi, l'inflation devrait diminuer, mais très légèrement, à 3,4%, contre 3,5% précédemment. Donc, globalement, il y a du mieux, mais pas beaucoup. Déjà, c'est quelque chose qui potentiellement, en fonction du résultat, pourrait entraîner une volatilité à la hausse ou à la baisse du dollar. Mais attention, il y a plein d'autres résultats qui vont être importants à regarder cet après-midi. Permis de construire, commande de biens durables, PCE, on vient d'en parler, anticipation d'inflation à court terme, anticipation d'inflation à 5 ans, attente des consommateurs, confiance des consommateurs, vente de logements neufs. Ça fait beaucoup. La semaine est loin d'être terminée, la journée est loin d'être terminée, on va avoir beaucoup de choses cet après-midi. Et en plus, on va se rendre compte que parmi ces résultats, il y en a certains qui peuvent être très intéressants et qui peuvent, eux aussi, ramener le dollar à la hausse. Je pense notamment aux attentes et à la confiance des consommateurs qui, selon les estimations, devraient repartir très très fort à la hausse. Je vous rappelle, reprise de la consommation avec, attente et confiance des consommateurs qui montent, des consommateurs qui ont de plus en plus de travail, qui sont de mieux en mieux payés, on a vu le salaire horaire moyen augmenter dernièrement, ça peut entraîner une reprise de la consommation assez rapide, et qui dit reprise de la consommation assez rapide, peut nous faire dire aussi reprise de l'inflation. Et moi, si j'étais Jérôme Powell, si j'étais membre du FOMC, eh bien toutes ces estimations, tous ces résultats ne me mettraient pas forcément particulièrement en confiance. Ok ? Alors là où c'est positif, et d'ailleurs on a eu la confirmation hier avec la publication des chiffres du PIB au troisième trimestre aux États-Unis, c'est le fait que l'économie se porte bien. On l'a déjà expliqué, mais du coup ça donne et ça laisse à la Fed une certaine marge de manœuvre. Certes. Mais attention, oui, ces bons chiffres d'un point de vue économique permettent d'écarter les risques de récession à court terme, mais attention, ça peut alimenter là aussi l'inflation et ça va potentiellement devoir impacter la Fed, pousser la Fed à maintenir ses taux d'intérêt directeurs à 5,5% plus longtemps que prévu. Ça, c'est important de le comprendre. En tout cas, ces résultats qu'on aura cet après-midi pourront aussi potentiellement avoir un impact sur les indices boursiers américains qui on a vu un petit peu retracés sur cette fin de semaine, notamment mercredi soir, je vous le rappelle, avec un VIX qui remonte un petit peu. On a un petit peu de stress, on a un petit peu de peur, là, qu'est-ce qui se passe à court terme, qu'est-ce qui se mijote. Alors oui, il y a des très très mauvaises données qui nous viennent de la Chine, ok. On l'a déjà expliqué cette semaine, des investisseurs qui vendent les grosses capitalisations de la tech. On a des sets magnifiques, donc l'extension des GAFAM qui commence à souffler un petit peu. Je pense notamment à Apple qui va probablement se replier, je pense, sur le début de l'année 2024, mais ça on y reviendra. Donc voilà, on perd un petit peu confiance. J'en parlais un petit peu avec Philippe aussi après le live d'hier soir. Donc Philippe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui travaille en salle de marché dans une grosse banque française depuis plus de 30 ans. Il me disait, ouais bon, nous on commence à avoir quand même certains indicateurs, certaines courbes qui commencent à tendre vers le bas. Donc voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, mais ça sent pas quand même très très bon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Après, pour le moment, attention, on reste sur des niveaux extrêmement hauts, on reste quand même dans un flux qui est ultra bullish sur les indices américains, mais voilà, il faut surveiller, il faut observer ce qui se passe, ça peut être intéressant, et il y aura peut-être des beaux coups à jouer pour le début de l'année 2024. Ok ? Donc voilà, mais en tout cas, les résultats qu'on aura cet après-midi peuvent aussi jouer directement sur ces indices et apporter une certaine volatilité à la hausse ou à la baisse. Ça, de toute façon, on le verra en direct cet après-midi, puisqu'à 14h15, à partir de 14h15, je serai en live avec vous sur Twitch et sur TikTok, comme d'habitude. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous ai parlé des résultats macro qu'on aura cet après-midi, mais je vais vous faire un petit point sur ceux qu'on a eu ce matin. Bah oui, parce que ce matin, il y a eu des petits chiffres intéressants. Déjà, du côté asiatique, avec le Japon,
qui nous a partagé ses résultats d'inflation sur le mois de novembre. Résultats d'inflation qui restent qui reste très bas et qui continue de baisser puisqu'on atteint les 2,5% comme l'avaient prévu les estimations contre 2,9% précédemment. Ensuite, on a eu à 8 heures les chiffres principalement de la croissance au Royaume-Uni, croissance qui continue de diminuer mais qui reste dans le positif. D'ailleurs, résultat qui n'a eu absolument aucun impact sur le cours du FTSE sur lequel on est positionné, vous le savez, depuis le début de la semaine. Voilà, à l'image des marchés qui sont des indices qui sont très résilients, très résistants, qui négligent totalement les mauvaises nouvelles, qui ne prennent que celles qui vont dans son sens, qui sont positives. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, toujours autant de confiance, toujours autant de sérénité dans le marché, alors que pourtant la Banque centrale anglaise a très clairement dit que les taux allaient rester hauts pendant encore longtemps. Bon, on va pas repartir sur ce sujet-là, que les marchés sont trop ambitieux, trop optimistes. On le sait, c'est comme ça, on fait avec, certes. Bref, donc data sur la croissance au Royaume-Uni ce matin. DAX et CAC, ça bouge pas trop, c'est perché là-haut. Voilà, ça regarde un peu ce qui se passe en bas, mais sans vouloir y aller non plus. Soit, on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine et puis surtout début 2024, c'est ça qui va être important. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Sur les commodities pour terminer, évidemment on a tendance à plutôt switch de biais sur le gold puisque le dollar est en train de péter un support. Donc on devrait plutôt regarder ce qui se passe en haut. Pareil sur le pétrole, comme je vous expliquais ce matin, à part gros retournement de situation en mer Rouge avec une situation qui se décanterait, avec une reprise du calme, enfin un calme qui interviendrait au Moyen-Orient. Je vois pas forcément ce qui pourrait nous ramener sous les 68 points sur le pétrole, sachant que l'OPEP a été clair sur la reprise de la demande et de l'augmentation du prix du baril pour début 2024. Voilà, moi je reste dans un flux acheteur pour le moment sur le pétrole, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Voilà, toutes ces informations-là, de toute façon, vous les aviez dans le serveur Discord, les amis, que je vous invite encore une fois à rejoindre, puisqu'il faut savoir que sur le mois de décembre, vous avez 20% de réduction sur l'ensemble de nos services. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être le bon moment de vous lancer et de nous rejoindre. Voilà les amis, un petit peu ce que j'avais à vous dire ce matin. Je pense avoir fait le tour des informations importantes de cette fin de semaine. En tout cas, je vous remercie encore pour cette année incroyable. Je ferai encore une fois le bilan 2023 demain en live, puisque oui, la semaine n'est pas encore totalement terminée. Demain, il y aura encore de petits trucs. Mais globalement, c'était une très bonne année. Dernière matinale trading, du coup, justement, de cette année 2023. Donc merci à tous de les avoir regardés, likés, partagés, commentés. Ça fait super plaisir. Et puis on sera de nouveau d'attaque pour 2024, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça dans le live de demain. On se retrouve cet après-midi en live pour un live très important. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.